On est cette vocation, on va dire, à revendiquer un meilleur statut, autant dire à revendiquer l'indépendance. Le mot est lâché. Dites-nous un peu, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous rappeler le profil de ces animateurs des mouvements de contestation à cette époque-là? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier très sincèrement de m'avoir invité à la veille du 54e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Le général de Gaulle disait en 1958, ici même à Dakar, en 59 plutôt, en décembre 59, il disait, s'adressant au Sénégal et au Soudan réunis dans la Fédération du Mali, que dans quelques jours, le Sénégal et le Soudan, réunis dans la Fédération du Mali, vont accéder à la souveraineté internationale. Je dis bien souveraineté internationale parce qu'il n'y a pas d'indépendance qui vaille, il n'y a que l'interdépendance. Ces mots du général de Gaulle nous ramènent au contexte de 58. Mais avant 58, il y a eu, pour les peuples africains que nous étions et que nous sommes devenus, il y a eu des exemples des pays qui ont arraché leur indépendance par l'insurrection, par des batailles épiques et qui sont arrivés après à des conclusions de traités ou d'accords comme les accords d'Évian ou les accords de Hanoï. Le Sénégal, quant à lui, comme beaucoup d'autres pays africains, a pris conscience à travers sa jeunesse, ses syndicalistes, ses étudiants, à partir des années 50, que petit à petit le moment était venu pour le Sénégal d'être un peuple libre. On se souvient qu'en 1954, l'Algérie a déclenché sa révolution. En 1955, il y a eu la grande conférence de Bandung qui a réuni les peuples du tiers-monde, avec Chouan Lai, le chinois, Sukarno, l'indonésien, Gamal Abdel Nasser, l'égyptien, Kwame Nkrumah, etc. 56, nous avons enregistré l'indépendance de la Tunisie et du Maroc. 57, le Ghana accède à l'indépendance. Le Ghana qui est à côté de nous. Tous ces événements-là ont marqué la jeunesse sénégalaise, ont mis dans la tête de la jeunesse sénégalaise une grande conscience politique nouvelle. C'est pourquoi, quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir le 13 mai 1958, et qu'il a fait sa tournée pour vendre sa constitution, la jeunesse sénégalaise, à l'instar de beaucoup d'autres jeunes, a pris son destin en main pour réclamer l'indépendance au nom des peuples que nous représentions. Et d'ailleurs, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais déjà, Maître, c'est vrai que j'ai cité ces mouvements de jeunesse. À côté des mouvements de jeunesse, il y a aussi les mouvements politiques. D'ailleurs, vous avez devant vous le manifeste du PRA. Tout à l'heure, vous nous en direz les grandes lignes. Mais de ces rencontres justement politiques, de ces grandes rencontres politiques, allais-je dire, on peut citer une date, 1958, un mois juillet, et une ville, Cotonou. Dites-nous son importance, la ville de Cotonou, et surtout ce jour-là, juillet 1958, dites-nous son importance pour la suite. Merci. J'ai été un peu bavard, hein, parce que... mais pas du tout, parce qu'on a beaucoup appris. On apprend toujours avec vous, d'ailleurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, le 27 juillet 1958, s'est tenu à Cotonou le grand congrès du PRA, le Parti du regroupement africain. Vous savez, à l'époque, il y avait deux grands courants en Afrique francophone. Le RDA, dont le président était Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, et le PRA, Parti du regroupement africain, dont le patron était Léopold Sédar Senghor. Qui deviendra le premier président. Qui deviendra après notre premier président. Senghor, donc, opposé à Houphouët-Boigny dans la démarche et dans le sens qu'il fallait donner à la marche des peuples africains, Senghor a créé avec d'autres hommes, comme Djibo Bakary du Niger, Fildab Sissoko du Soudan, devenu le Mali,
Bari Diawandou Bari III de la Guinée, Hubert Maga du Dahomey, bref, de grands hommes d'État, avec lui, Djibo Bakary, ont créé le PERA le 25, 26 et le 27 juillet 58 à Cotonou. Pour la première fois en Afrique noire, ce congrès de Cotonou a pris comme mot d'ordre, adopté comme mot d'ordre, l'indépendance immédiate, comme premier mot d'ordre. Deuxième mot d'ordre, nation fédérale africaine, autrement dit unité africaine. Troisième mot d'ordre, confédération des peuples libres et égaux. Vous le voyez donc, Nafi, ce congrès a été, on peut dire aujourd'hui, un tsunami, a été un choc, a été un tonnerre sur le ciel africain. Indépendance immédiate, c'est la première fois qu'un parti panafricain, parce qu'il regroupait les territoires de l'AOF et les territoires de l'AF. L'AF, c'est-à-dire Afrique équatoriale française, Afrique occidentale française. Oui. Eh bien, et Saint-Louis d'ailleurs était la capitale de l'AOF. Saint-Louis après Dakar. Après Dakar. Saint-Louis d'abord, oui, ensuite Dakar est devenu la capitale de l'AOF et du Sénégal. Ce congrès a été un congrès extraordinaire parce qu'il a marqué les esprits. Qu'un parti africain de cette importance prenne comme mot d'ordre l'indépendance immédiate, c'était nouveau. Mais il fallait assumer ça aussi. L'assumer, c'est aller jusqu'au bout. C'est ce que nous avons fait quand nous sommes revenus de Cotonou pour accueillir le général de Gaulle au mois d'août, un mois après, à Dakar. Et donc 2 ans seulement avant l'indépendance de notre pays, on s'arrête en remontant l'histoire, on s'arrête aussi à cette date, ce mois d'août 1958, des jeunes qui étaient justement imbus des valeurs républicaine, est-ce que déjà on pouvait prononcer le mot? À l'époque, on parlait de liberté démocratique, on parlait de démocratie, on parlait d'impérialisme, on parlait de colonialisme. Et on réclamait les libertés démocratiques, en même temps le progrès. On réclamait l'indépendance, on réclamait la souveraineté internationale, on réclamait ce qu'on appelle maintenant la bonne gouvernance, l'état de droit, mais qui à l'époque avait d'autres mots pour le dire. Et donc, évidemment, d'autres sens. Alors, on s'intéresse évidemment à ce face-à-face. On peut l'imaginer entre le général de Gaulle, homme influent, homme d'influence, un grand homme politique, devant quand même des jeunesses qui n'avaient pas froid aux yeux, il faut le dire. Qu'est-ce qui vous motivait à forcer le destin comme ça? Ce qui nous a motivés, c'est d'abord d'avoir eu une prise de conscience politique, d'avoir été formés avec nos aînés pour comprendre que nous étions colonisés. Ça, il fallait d'abord savoir, il fallait le comprendre, il fallait assumer ça. Comprendre qu'on était des peuples colonisés, c'est important. Et ensuite, savoir que le moment était venu, après d'autres peuples africains, asiatiques, le moment était venu pour nous aussi d'accéder à la souveraineté internationale. Et nous avons préparé des pancartes, des banderoles, des prospectus pour le 26 août 58. Et j'imagine que c'était dans la clandestinité, non? Presque. Oui. Presque. Parce que s'il est vrai que déjà à l'époque 58, le Sénégal avait un gouvernement de la loi cadre, mais c'était, comme disait Senghor, des joujoux et des sucettes qu'on nous avait donnés. Nous réclamions l'indépendance. Et donc nous avons travaillé avec les camarades du Conseil de la jeunesse, les syndicalistes du GETAN, les femmes de l'Union des femmes du Sénégal, le mouvement des jeunes de l'UPS, le PAI, l'UGAO, l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale. Bref, vous voyez... La crème de la jeunesse sénégalaise. Voilà. Alors donc tous ces gens-là, toute cette masse d'hommes et de femmes cultivés politiquement, étaient là, à la place Protet, pour recevoir le général de Gaulle, avec nos banderoles. Et surtout, notre ardente volonté de faire en sorte que le général de Gaulle comprenne que le moment était venu pour nous d'aller à l'indépendance. Il nous a compris, avec même un état d'énervement, et il disait,
je m'adresse aux porteurs de pancartes. Nous avons pris ce mot-là, qui nous avait jeté comme en dérision, nous l'avons pris comme un slogan de guerre, et nous sommes restés donc les porteurs de pancartes. D'ailleurs, vous avez une association que vous dirigez, voilà. L'association des porteurs de pancartes. Exactement. Et cette association-là, eh bien, a le mérite d'avoir été créée pour perpétuer ce grand moment de l'histoire de notre pays, de l'histoire même, je dirais, de l'Afrique, parce qu'autour de la tournée du général de Gaulle, sauf à Conakry, c'est seulement à Dakar où il a été reçu de cette manière-là, cette manière vraiment nerveuse. Le général de Gaulle a été surpris d'ailleurs de voir que les jeunes Sénégalais étaient organisés comme cela. Les porteurs de pancartes, donc, perpétuent les idéaux de 58. Les porteurs de pancartes perpétuent eh bien, toute cette ardente volonté d'aller de l'avant, d'aller eh bien, vers soi-même et devenir libre. On va d'ailleurs revenir, Maître Maïjacques Diop, sur les porteurs de pancartes dans la deuxième partie de cet entretien. Mais déjà, donc, on déroule la bobine de l'histoire et on s'arrête à mois d'avril 1960. Notre pays accède à l'indépendance. Alors déjà, il faut qu'on tombe d'accord sur un terme plutôt. Alors, on dit souveraineté nationale ou souveraineté internationale finalement? Souveraineté internationale. Donc, vous me corrigez et j'en suis très heureuse, Maître. Alors, nous l'obtenons donc cette indépendance un mois d'avril 1960, donc 2 ans après cette fameuse rencontre entre les jeunes Sénégalais et le général de Gaulle. Alors, quel legs justement, quel héritage les jeunes Sénégalais ont-ils reçu de ces jeunes porteurs de pancartes? Est-ce qu'on va dire, est-ce que l'héritage est bien là? Alors, vous voyez, même merci beaucoup parce que ça me donne l'occasion de dire que l'association des porteurs de pancartes, formée par des gens qui étaient à l'époque jeunes, mais qui ne sont plus aujourd'hui, ont pensé délivrer un diplôme de compagnon de porteurs de pancartes à des hommes et à des femmes qui sont aujourd'hui au Sénégal ou ailleurs et qui, par leur comportement, recoupent les idéaux de 58. Et nous avons donc, pour dire que l'Association nationale des porteurs de pancartes, en souvenir des événements du 26 août 58, au cours desquels les compagnons ont défendu et imposé les idéaux d'affranchissement du joug colonial, d'indépendance, de nation fédérale africaine et de liberté, décerne à Madame ou Monsieur le présent diplôme en reconnaissance de sa contribution à l'unité africaine, à l'affermissement de la démocratie, à la consolidation de l'état de droit et de la bonne gouvernance. C'est donc dire que voilà les mots d'ordre qui avaient à l'époque envahi la tête des jeunes que nous étions. Et qu'aujourd'hui, ces mots d'ordre, ces comportements, ces idéaux sont portés par des hommes et des femmes qui, au Sénégal, n'étaient pas là avec nous en 58, mais portent les mêmes idéaux, les mêmes valeurs, défendent les mêmes valeurs. Et chaque année, nous célébrons des hommes et des femmes qui portent ces valeurs-là. Alors, pour dire donc que l'armée sénégalaise, à qui il faut rendre hommage. Tout à fait. D'ailleurs, on va y revenir. Eh bien, tant mieux. Oui, on va y revenir, oui. Bon, alors, donc... Mais vous pouvez dérouler votre réflexion. Alors, je veux simplement dire que quand, en 58, nous étions un certain nombre de jeunes, nous sommes devenus, à la place Protet, on disait 40 000 ou 45 000. Qui est devenue la place de l'indépendance d'ailleurs. Place de l'indépendance oui, maintenant. Tout à fait. Et c'est normal d'ailleurs. Mais à l'époque, il fallait avoir cette conscience politique dont j'ai parlé tout à l'heure pour comprendre. Le général de Gaulle nous a apostrophés parce qu'il était énervé. Franchement énervé. C'est ce que vous recherchiez? Non, nous, ce que nous recherchions, oui, c'était seulement d'être compris pour qu'il sache que nous voulons que le Sénégal soit un peu libre, un pays libre.
Et donc, je pense qu'il l'a bien compris depuis. Alors, évidemment, on ne peut ne pas parler d'indépendance, on parlait de notre armée. Tout à l'heure, d'ailleurs, vous l'évoquiez. Ce 4 avril, on fêtera donc 54 ans d'indépendance sous le sceau de l'armée, mais aussi, il faut le rappeler, le 4 avril est une fête populaire, puisque le concept armée-nation, justement, découle de cette période post-coloniale où il fallait presque, on va dire, réconcilier tous les Sénégalais, avec cette stratification sociale qu'il y a eu des citoyens, en tout cas des Sénégalais qui avaient un statut de citoyen et d'autres qui étaient des sujets, vous me corrigerez si c'est faux, et cette armée-là a joué un grand rôle. Aujourd'hui, d'ailleurs, le thème retenu cette année est force de défense et de sécurité au service du développement économique et social. Pour vous, cette armée, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce qu'elle a, parce qu'au début de votre propos, vous disiez que nous avons quand même obtenu notre indépendance de manière assez pacifique. Ce n'était pas comme dans d'autres pays, par exemple comme l'Algérie. Quel rôle l'armée sénégalaise a-t-elle joué? L'armée sénégalaise a joué un rôle mémorable depuis sa création jusqu'à nos jours. L'armée sénégalaise, on doit lui rendre hommage tous les jours. C'est une des rares armées en Afrique à être une armée républicaine, avec des chefs de grande valeur. De Senghor à nos jours, Senghor qui a créé l'armée sénégalaise, qui a aussi en même temps conforté la nation sénégalaise à travers l'armée. L'armée-nation, ce n'est pas un slogan seulement, c'est une réalité. Le Sénégal aujourd'hui est devenu une nation rassemblée, assemblée, parce que le Sénégal a eu, dès le départ, un chef, Léopold Sédar Senghor, et une armée, eh bien, républicaine. 54 ans après, aujourd'hui, nous pensons à tous ceux qui, hier, ont créé les moments de jeunesse, les chantiers de jeunesse, les auberges de jeunesse, les maisons des jeunes et de la culture. Toutes ces institutions-là qui ont permis aux jeunes Sénégalais imbriqués avec l'armée de faire de notre pays une nation rassemblée. C'est important d'avoir une nation où il n'y a pas de querelle ethnique, où il n'y a pas de programme de quelque nature que ce soit, où les gens se considèrent comme unis par, comme dit notre devise, un peuple, un but, une foi. Et pour l'armée, la devise de l'armée, elle est formidable. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Vous imaginez ces mots forts qui forgent la jeunesse et qui ont permis à notre armée aussi d'être une armée républicaine, mais une vaillante armée. Je lui rends hommage. Et je rends hommage aussi à tous ces chefs qui sont succédés à sa tête. Et nous avons été toujours des civils. Le civil commande le militaire, parce que c'est ça la légitimité républicaine et populaire. Mais encore une fois, Nafi, c'est bon de rendre hommage à notre armée. D'autant plus que l'armée sénégalaise vraiment est aux côtés des populations et justement répond en tout cas à leurs attentes. Absolument. Et justement on prie pour que ce qui se passe en Afrique soit, en tout cas dans certaines régions en Afrique rapidement, soit un mauvais souvenir. C'est ce qui va d'ailleurs me permettre d'aborder le dernier point de cet entretien. Maître Mbaye-Jacques Diop, vous l'avez d'ailleurs lâché le mot pendant à l'entame de votre propos, l'unité africaine aujourd'hui. L'Union africaine est toujours, je ne vais pas dire un slogan, mais quand même, est toujours un rêve. Oui, un rêve. Et toujours un rêve, depuis Kwame Nkrumah, ça n'a jamais pu être mis en musique, en tout cas. Cheikh Anta Diop aussi au passage, et d'autres grandes figures. Exactement. Oui. Qu'est-ce qui reste selon vous, ou qu'est-ce qui manque aux dirigeants africains pour finalement, voilà, pour que ce rêve devienne réalité, maître? Absolument. Et vous savez qu'à Cotonou, nous avions le deuxième mot d'ordre du Congrès de Cotonou, appelé réponse immédiate, c'était nation fédérale africaine. Vous imaginez, déjà on parlait de la nation fédérale, une nation rassemblée dans une grande fédération. Eh bien, ce qui manque à nos chefs d'État et à nos hommes politiques aujourd'hui, c'est l'audace. Je crois qu'il faut de l'audace pour s'arracher de nos petites contingences
et devenir une grande nation africaine. Nos États ont été balkanisés, pour reprendre le mot de Senghor, par le pouvoir colonial. Et depuis lors, 57, le Ghana qui devient indépendant. 58, eh bien, nous réclamons l'indépendance. 4 avril, par les accords de Paris, le Sénégal et le Soudan, ensemble, dans la Fédération du Mali, deviennent des pays indépendants. Ensemble. Mais vous voyez l'échec de la Fédération du Mali. Pour la première fois, 2 pays africains étaient réunis, rassemblés, avec une seule armée, avec un seul chef de gouvernement, avec un seul gouvernement, une seule assemblée, l'Assemblée fédérale du Mali. Bref, mais ça a duré quelques mois. C'est dommage. Ça a duré de 1959 à 1960. Le 19 août 1960, eh bien, la Fédération du Mali a éclaté. Et ça, c'est un mauvais souvenir. Il faut que les Africains se rassemblent. C'est quand ils se rassembleront davantage qu'ils seront forts, économiquement, socialement, culturellement. En Afrique, la parole des anciens a de la valeur et surtout, elle est sacrée. Que la vôtre, Maître Mbaye Jacques Diop, soit entendue par nos chefs d'État. C'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que la semaine prochaine, vous retrouverez Ousmane Gari Faye, le titulaire de cette émission. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTS.